Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le fils d'Enugu projetait ses doux rayons sur le terrain en terre rouge de l'école primaire Bright Future, où Benita Richard, debout près du tableau, guidait ses élèves dans les bases du calcul. Vêtu d'une modeste robe jaune, sa voix était calme. C'est pas gracieux, le genre d'enseignante que les enfants apprenaient à aimer et que les parents admiraient de loin. Pourtant, derrière son regard doux se cachait l'histoire d'une femme dont la vie avait été façonnée par les tempêtes et soudée par la foi. Benita est née et a grandi à Nsuka, fille unique d'une sainte fervente et d'un père malade. Ses premiers souvenirs étaient ceux de sa mère fredonnant des cantiques tout en rapiéçant des vêtements déchirés à la lumière d'une lampe à pétrole, et de son père toussant toute la nuit sur un matelas aminci par les années. La vie n'avait jamais été facile, mais elle était profondément ancrée dans une résilience tranquille. Après avoir perdu son père à 12 ans, Benita a appris très tôt à porter le fardeau sans se plaindre. Elle voulait plus que survivre. Elle voulait laisser un héritage. Et plus que tout, elle désirait une famille, un mari qui la chérisse et des enfants qu'elle pourrait appeler maman. Ce rêve a pris forme lorsqu'elle a rencontré Frank Edwards, un ingénieur en bâtiment basé à Lagos, à la voix puissante, à l'esprit vif et au cœur étonnamment tendre. Ils se sont rencontrés au mariage d'un cousin à Enugu. Benita aidait à servir les boissons à la réception lorsque Frank la remarqua. Il était en ville pour superviser un projet de toiture, mais il admit plus tard avoir failli manquer le mariage. Le destin, semblait-il, en avait décidé autrement. Frank n'était pas du genre à utiliser des mots fleuris, mais il le faisait avec intention. Quelques jours plus tard, il revenait à l'école avec des cadeaux pour les élèves. Quelques semaines plus tard, il était de retour tous les samedis, assis sous les manguiers, discutant avec sa mère et mangeant du porridge d'igname comme un homme déjà rentré chez lui. Sa demande en mariage arriva un soir pluvieux, sous un toit en zinc fuyant, sans bague en diamant, juste une alliance en or et les mots les plus sincères qu'elle ait jamais entendus. « Benita, je ne suis pas riche, mais je veux vieillir en t'aimant. » Sa mère versa des larmes de prière exaucées. Le mariage traditionnel suivit à Nsuka, puis une cérémonie à la cour à Lagos. Frank l'installa dans un modeste appartement à Surulere. Leur maison sentait la peinture fraîche, le renouveau et l'espoir. Au début, le mariage était tout ce que Benita avait espéré. Frank l'adorait. Il revenait du travail avec du maïs grillé ou une bouteille de sa boisson maltée préférée. Ils faisaient de paisibles promenades le soir, se tenaient la main à l'église le dimanche et partageaient des rires qui résonnaient dans leur propriété. Chaque matin, avant de partir au travail, Frank l'embrassait sur le front et murmurait « Mon rayon de soleil ». Il respectait sa passion pour l'enseignement et se vantait souvent auprès de ses collègues de son intelligence sereine. Même lorsque ses proches lui demandaient quand nous entendrions de bonnes nouvelles, Frank lui serrait la main et lui disait « Le temps de Dieu est le meilleur ». Il n'y avait pas encore de tempête, pas de fissures, juste deux âmes apprenant à construire une vie avec des briques douces de patience, d'attention et d'affection. Durant ces premiers mois, Benita se sentait en sécurité, aimée et respectée, son cœur battant d'espoir que son rêve de maternité et d'un foyer durable commençait peu à peu à se réaliser. Frank Edouard avait toujours porté son ambition comme une seconde peau. Sous ses gestes doux et son sourire éclatant se cachait un homme obsédé par la reconnaissance. Fils unique d'un homme d'affaires autrefois riche qui avait tout perdu lors d'un partenariat frauduleux à Port Harcourt, Frank avait grandi en regardant sa mère mendier auprès de ses créanciers tandis que son père buvait pour sa fierté. Lorsqu'il s'installa enfin à Lagos, il était déterminé à réécrire l'histoire. Diplômé en génie civil de Yabatech, il s'est battu bec et ongles pour obtenir des contrats, commençant par de petites réparations de drainage avant de décrocher un projet de rénovation de logements sociaux qui a changé sa situation. Mais le succès a eu un prix. Frank a commencé à lier son estime personnelle à sa performance, et dans son esprit, un homme incapable d'avoir un héritier était un homme dont l'héritage était menacé. Bien qu'il n'en ait jamais parlé à Benita, cela couvait en lui comme une blessure cachée. Au début, Frank essayait de se distraire avec le travail. Il devint le genre d'homme à tenir 3 téléphones et à parler le jargon du bâtiment, même à table. Il ne remarquait plus les petits efforts de Benita, ses déjeuners soigneusement préparés, ses chemises sur mesure, ni la douce musique de jazz qu'elle écoutait en attendant son retour. Il s'éloignait, pas forcément par haine,
mais par une frustration intérieure qu'il ne savait comment exprimer. C'est au cours d'une de ses longues journées au bureau, après une dispute avec un client à propos de carrelage en retard, que Sharon Pascal lui offrit une bouteille d'eau fraîche et un sourire persistant. Sharon était sa secrétaire depuis 6 mois. Efficace, franche et dangereusement charmante, elle savait quand flatter et quand compatir. Et Frank, privé de soutien à la maison, commença à apprécier leur conversation plus qu'il n'aurait dû. Un soir, après d'être resté tard au bureau à examiner des appels d'offres, Sharon posa la main sur son épaule et lui dit doucement « Monsieur, si vous aviez une femme qui vous soutenait vraiment, vous n'auriez pas l'air aussi fatigué. » Les mots s'enfoncèrent dans sa poitrine comme une flamme qui se consume lentement. Ce soir-là, il rentra chez lui et parla à peine à Benita. Lorsqu'elle lui demanda comment s'était passée sa journée, il murmura « Tu ne comprendrais pas. » Le fossé s'est creusé, silencieusement mais sûrement. Il a commencé à sortir plus longtemps. Ses blagues sont devenues sarcastiques. Il a commencé à faire des déclarations comme « Une vraie femme sait comment transformer la maison d'un homme en un foyer. » Benita, pleine d'espoir et de prière, pensait que ce n'était que du stress. Elle a intensifié ses dévotions matinales et a même suivi un programme de jeûne de 21 jours avec l'Église. Mais Frank avait déjà commencé à se détacher émotionnellement. Il ne voulait pas seulement un enfant, il voulait retrouver sa force. Et Sharon, avec ses robes moulantes et ses paroles apaisantes, lui donnait l'impression d'être un roi. Le pire, c'est que Sharon savait pertinemment ce qu'elle faisait. Elle avait délibérément laissé son flacon de parfum dans sa voiture. Elle l'appelait après les heures de travail pour s'enquérir des dossiers qu'elle lui avait déjà envoyés. Elle le faisait se sentir irremplaçable d'une manière que Benita, modeste et douce, n'osait jamais faire. Frank ne trompait pas encore. Mais dans son cœur, un changement s'était opéré. Et une fois que le cœur d'un homme quitte la maison, son corps ne tarde pas à le suivre. Dans les semaines qui suivirent, Benita remarqua un nouveau code d'accès sur son téléphone, une nouvelle eau de Cologne qu'elle n'avait pas achetée, et une expression dans ses yeux qu'elle ne parvenait pas à nommer. Ce n'était pas de la haine. C'était pire, c'était l'absence. Et l'absence, lorsqu'elle se part de silence, est la plus cruelle des trahisons. Le soleil tapait sur l'école primaire Bright Future avec une intensité que seul un après-midi de saison sèche à Enugu pouvait offrir. La poussière s'élevait à chaque pas, et les voix des enfants résonnaient dans la cour, des cris joyeux, tandis que l'heure du déjeuner commençait. Benita Richard, la craie encore sur les mains, se dirigea tranquillement vers la salle des professeurs avec son sac de déjeuner, de l'EBA emballé dans du nylon et de la soupe de gombo dans une petite gourde bleue. Elle s'apprêtait à s'installer sur le banc en bois derrière le bâtiment administratif lorsqu'une voix s'éleva, aiguë et légère comme un mélange de poivre et de sucre. « Excusez-moi, cette place est-elle prise ?» En se retournant, Benita vit une femme vêtue d'un chemisier rouge ajusté, d'un jean taille haute et d'un rouge à lèvres rouges qui reflétait son assurance. Sa peau rayonnait sous le soleil intense, et ses tresses rebondissaient tandis qu'elle ajustait son sac à main. « Je suis Chika. Je viens de reprendre aujourd'hui le cours de CM2, dit-elle avec un large sourire. Benita sourit doucement et désigna l'espace à côté d'elle. « De rien. Je m'appelle Benita. » Chika était le genre de femme qui n'avait pas besoin de permission pour être entendue. Quelques minutes après s'être assise, elle avait déjà raconté la moitié de sa vie. Comment elle avait été transférée d'une école privée d'Azaba à cause de retard de salaire, comment elle avait enseigné à un garçon qui lui avait mordu la main, et comment elle détestait le gombo, sauf s'il était cuisiné avec de la pervenche. Benita écoutait en silence, amusée et légèrement dépassée. L'audace de Chika avait quelque chose de rafraîchissant. Elle parlait avec ses mains, élevait la voix à chaque fois qu'il le fallait et riait comme quelqu'un qui avait fait la paix avec la folie de la vie. Pour la première fois depuis des semaines, Benita se surprit à rire elle aussi, un léger rire venu du plus profond d'elle-même, la surprenant elle-même. C'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce trop longtemps fermée. Après le déjeuner, tandis que les professeurs retournaient en classe, Chika marchait à côté de Benita, agitant sa bouteille d'eau comme une écolière. « On m'a assigné la classe à côté de la tienne, » dit-elle joyeusement. « J'espère que tu n'es pas de ces gens réservés qui n'aiment pas les amis. » Benita secoua la tête, toujours souriante. « Je ne suis pas silencieuse. Juste, prudente. Chika haussa un sourcil. Être prudent, c'est bien. Mais les gens prudents ont souvent trop de choses dans le cœur. » Il y eut un bref silence entre elles, empli seulement du bruissement des feuilles et du tintement lointain d'une cloche d'école. Benita ne répondit pas,
mais les mots de Chika s'immiscèrent dans sa poitrine comme une goutte d'eau. Elles étaient étrangères, et pourtant, à cet instant, un non-dit passa entre elles, une compréhension subtile et complice. Benita se sentait perçue comme elle ne l'avait pas été depuis des mois. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait ses livres et se préparait à partir, elle regarda vers la salle de classe voisine. Chika était toujours à l'intérieur, réorganisant les tableaux au mur avec l'énergie de quelqu'un déterminé à prendre un nouveau départ. Benita resta un moment à l'observer, cette nouvelle collègue qui avait fait irruption dans son monde tranquille comme une pluie inattendue. Alors qu'elle sortait, le vent tira sur son peignoir et elle sourit faiblement. Peut-être, juste peut-être, cette inconnue audacieuse apporterait un peu de couleur à sa vie grise. C'était peut-être le début de quelque chose dont elle ignorait avoir besoin, une amitié qui deviendrait un jour sa plus grande source de force. C'était l'anniversaire de Benita, mais la maison était plus froide que d'habitude. Le ronronnement discret du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale étaient les seuls sons qui emplissaient l'air. Une marmite de soupe mijotait sur le feu, et un gâteau aux fruits fraîchement sortis du four reposait intact sur la table. Les chaises étaient décorées de petits rubans dorés qu'elle avait noués elle-même plus tôt dans la matinée. Elle portait une robe bleu clair, à la fois pudique et gracieuse, et avait même appliqué le parfum qui, selon Franck, lui rappelait les beaux jours. Elle vérifia à nouveau l'heure. Il était presque 21 heures. Il avait promis de revenir avant le coucher du soleil. Elle l'avait cru. Elle l'avait toujours fait. À chaque heure qui passait, sa foi s'affaiblissait comme une bougie laissée au vent. Ce n'était pas la première fois que Franck rompait une promesse. Mais ce soir-là la blessait encore plus, car elle avait espéré que ce serait différent, que pour cet anniversaire, peut-être, il essaierait. Pendant ce temps, Frank Edwards était à Abuja, non pas en voyage d'affaires comme Benita avait été amenée à le croire, mais dans le salon VIP faiblement éclairé de l'hôtel Edencrest, sirotant du cognac avec Sharon Pascal assise de l'autre côté de la table. La voix de Sharon était mielleuse, son rire séduisant, sa robe lui moulant la silhouette comme de la soie sur l'eau. Frank se pencha, souriant à une de ses paroles, leurs doigts se frôlant. C'était Sharon qui avait organisé ce voyage. Elle lui avait dit qu'il avait besoin de se libérer du stress, des attentes, d'une femme toujours à l'écoute, mais jamais à la hauteur. Frank n'a pas discuté. Il a réservé le vol et a dit à Benita qu'il avait un site gouvernemental à inspecter. Il n'a pas hésité une seconde. Après tout, elle serait à la maison, loyale et en prière. Sharon lui donnait l'impression d'être à nouveau un homme, désiré, reconnu, puissant. Il ne réalisait pas encore à quel point il se sacrifiait pour ses applaudissements. De retour à Lagos, Benita attendit. Elle appela son numéro 5 fois. Aucune réponse. Elle m'a envoyé un texto. J'ai fait ton plat préféré. Ça va? Le message est resté sans réponse. Minuit est arrivé, et avec lui, la première larme. Elle était assise seule à la table du dîner, une seule bougie éclairant le gâteau, murmurant une prière d'anniversaire. Mon Dieu, je ne demande pas grand-chose. Je veux juste me sentir à nouveau aimé. Le silence qui suivit fut pesant. Son téléphone vibra à minuit 8, c'était une alerte de débit bancaire. Frank venait d'utiliser un distributeur automatique à Abuja. Elle fixa l'écran un long moment. La confirmation ne lui parvint ni par des cris ni par la colère, juste par une douleur profonde et silencieuse qui s'installa dans ses os comme une pluie battante. Elle ne rappela plus. Elle rangea la nourriture dans des boîtes, remit le gâteau dans sa boîte et éteignit les lumières. Son anniversaire s'était terminé, non pas par une fête, mais par une révélation. Le lendemain matin, lorsque Frank entra enfin vers 10 heures, lunettes de soleil toujours sur le nez et un parfum qui n'était pas le sien collé à sa chemise, Benita ne dit pas un mot. Elle ne posa pas de questions. Elle le salua simplement d'un bonjour discret et lui servit la soupe à Guzi, maintenant froide. Il marmonna un remerciement timide et s'assit pour manger, feuilletant les pages de son téléphone. La distance qui les séparait était devenue un gouffre. Ce qui n'était qu'un silence temporaire était devenu un mur permanent. Et Benita, bien que toujours présente à la maison, commença à se replier sur elle-même. Elle faisait le ménage, la cuisine, souriait devant ses voisins. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Le cadre de leur mariage, autrefois peint avec amour et fierté, commençait à se fissurer. Et Benita, pour la première fois, commença à se demander si elle pourrait un jour retrouver sa forme. Sharon Pascal savait exactement ce qu'elle faisait. Avec son teint caramel éclatant,
Son regard perçant et ses courbes qui refusaient d'être ignorées, elle maîtrisait l'art d'attirer l'attention. Mais sous ce prestige se cachait une femme élevée par la survie. Née dans la banlieue de Warri, l'enfance de Sharon fut un tourbillon de disputes bruyantes, de loyers impayés et d'une mère vendeuse de poivre au bord de la route. Son père était un fantôme, un nom sans visage. À 16 ans, Sharon s'était juré de ne plus jamais vivre dans la pauvreté. Elle s'est réinventée à la gosse, a appris un anglais impeccable et a obtenu un diplôme en administration de bureau, non pas par passion, mais par besoin d'accès. Et lorsqu'elle a décroché un poste de secrétaire dans l'entreprise de construction de Frank Edwards, elle a immédiatement identifié ce dernier comme son moyen de sortir de la pénurie. Il était puissant, frustré, émotionnellement négligé et vulnérable. Sharon n'a pas séduit Frank d'un seul coup. Elle a fait preuve de patience. Elle l'écoutait lorsqu'il pestait, souriait à ses sarcasmes et riait un peu trop longtemps à ses blagues. Elle lui apportait du café sans qu'on le lui demande, mémorisait ses horaires de réunion et complimentait subtilement ses chemises. De temps à autre, elle lui touchait le bras en lui tendant des papiers ou s'allongeait trop près pour pointer du doigt des feuilles de calcul. Elle sema des rumeurs au bureau, murmurant que Benito était froid, que Frank méritait quelqu'un qui comprenne réellement ses besoins. Frank résista d'abord, se disant que ce n'était qu'un flirt inoffensif. Mais l'attention était enivrante, surtout venant de quelqu'un d'aussi sûr de lui. Un soir pluvieux, alors qu'ils attendaient au bureau dans un embouteillage intense, Sharon lui proposa de le raccompagner. Ils finirent par se garer devant un bar-restaurant de Victoria Island. Elle le regarda et lui dit « Tu n'es pas obligé de rentrer chez toi pour retrouver quelqu'un qui ne te voit pas. » Cette nuit-là, leur liaison commença. Frank ne se sentait pas coupable. Au contraire, il se sentait renouvelé. Sharon le félicitait, le qualifiait de visionnaire et le touchait d'une manière qui lui faisait oublier le silence de sa maison. Il commença à dépenser de l'argent pour ses perruques, ses chaussures et ses week-ends déguisés en visite de chantier. Sharon, à son tour, se moqua ouvertement de Benito lors des commérages du bureau. Elle porte la même chaussure tous les lundis. Enseignante sans élèves, elle raillait sa colocataire Tina, qui riait toujours. Pour Sharon, Benito était un obstacle, une femme qu'elle comptait remplacer. Frank a rapidement promu Sharon au rang d'assistante de direction, lui donnant accès à des dossiers confidentiels et à des réunions privées. Il a commencé à élaborer des plans subtils pour la faire emménager dans un deuxième appartement. Pendant ce temps, Benito continuait à préparer ses repas, à faire sa lessive et à attendre son mari, qu'elle croyait simplement distrait par le travail. Ce que Sharon ignorait, cependant, c'est que son ambition devenait inconsidérée. Elle commença à laisser des objets, du rouge à lèvres, des épingles à cheveux et même un foulard en soie, dans la voiture de Frank. Un après-midi, Benito retrouva le foulard en cherchant un parapluie. Elle ne dit rien, mais son cœur se brisa en 1000 morceaux silencieux. Elle avait soupçonné la liaison, mais maintenant elle en avait la preuve. Elle n'avait pas confronté Frank, pas encore. Au lieu de cela, elle plia l'écharpe et la déposa délicatement dans sa serviette. Cette nuit-là, elle resta allongée à côté de lui, les yeux rivés au plafond tandis que sa respiration s'approfondissait et le rendormait. Une tempête se préparait en elle, silencieuse, mais mortelle. Et Sharon, malgré toute son assurance, ignorait que son ascension aurait un jour un prix qu'aucune chaussure de créateur ne pourrait payer. Le silence à la maison était devenu insupportable. Les repas étaient pris dans des pièces séparées. Les conversations, quand elles avaient lieu, étaient brèves et froides. Benito jouait toujours le rôle d'une épouse dévouée, mais ses yeux ne brillaient plus lorsque Frank entrait. Ce dimanche matin-là, après la messe, elle rassembla son courage pour enfin demander ce qui la hantait. « Frank, dit-elle doucement, veux-tu toujours de ce mariage ?» Il leva les yeux de son téléphone, visiblement irrité. « Alors maintenant, tu comptes les années sans enfant et tu cherches à qui te reprocher. C'est ça? Assis. L'amatéil. » Benito cligna des yeux, entendu par la venin dans sa voix. « Non, je demande juste. Parce que je me sens comme un étranger chez moi. » Frank se leva brusquement. « Poulas, tu es une étrangère depuis que ton ventre a décidé de me faire honte. » Ces mots étaient cruels, mais ce qui suivit la brisa complètement. Il la gifla. Ce n'était pas fort, mais ce n'était pas doux non plus. Sa joue brûla tandis que le silence engloutissait la pièce. Pendant un instant, même Frank parut abasourdi. Mais au lieu de s'excuser, il marmonna. « Si tu ne veux pas être giflé,
Alors comporte-toi comme une épouse. Il sortit, laissant Benito se tenir le visage, le cœur battant à tout rompre. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est allée à la salle de bain, s'est regardée dans le miroir et a contemplé la marque rouge qui grandissait sur sa joue. Ce n'était pas qu'une gifle. C'était la confirmation que l'homme qui avait jadis promis sa paix était devenu sa blessure. Elle ouvrit le robinet et laissa l'eau couler sur ses doigts, son reflet se brouillant. C'était la première fois qu'il levait la main. Et au fond d'elle-même, elle craignait que ce ne soit pas la dernière. Le lendemain, elle porta une écharpe à l'école, prétextant être tombée dans les toilettes. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Elle écrivit dans son journal ce soir-là. La première fois vous choque toujours. La deuxième fois vous brise. Je n'attendrai pas le troisième. Pendant ce temps, Sharon se vantait auprès de Tina qu'elle et Frank allaient à Abuja ensemble. Il a dit que j'étais la seule à comprendre sa motivation, a-t-elle dit fièrement en faisant tournoyer ses tresses. Tina demandait des nouvelles de Benita. Sharon rit. Cette femme stérile? Elle fera bientôt ses valises elle-même. Ce soir-là, Frank rentra tard à nouveau. Il sentait le parfum et l'alcool. Benita resta dans la cuisine, le corps raidi par une fureur silencieuse. Elle commençait à réfléchir non pas à la manière de réparer son mariage, mais à la manière de survivre aux épreuves. Frank, de son côté, perdait pied avec la réalité. Il commença à envisager de vendre la maison et de se rapprocher de son lieu de projet. Il ignora les questions de Benita et rit, même lorsqu'elle lui demanda s'ils pouvaient prier ensemble. La gifle avait changé quelque chose en eux deux, un point de non-retour. Benita commença à passer plus de temps au travail, corrigeant des copies même après la sonnerie. Les élèves remarquèrent son regard lointain, la façon dont elle touchait sa joue de temps en temps. Les professeurs chuchotaient. Un après-midi, elle se tenait dans la salle des professeurs et fixait la photo de son mariage sur son téléphone. Son regard s'attarda sur le sourire de Frank sur la photo, si généreux, si affectueux. Où est-il passé? Murmura-t-elle. Mais personne ne put répondre, car l'homme sur cette photo n'existait plus. Le soleil était à peine levé que Benita Richard entra dans le centre médical City Fort d'Akaja, à Lagos. L'air était imprégné d'une odeur d'antiseptique et de silence, de ce genre qui enveloppe une personne comme un rappel de sa profonde solitude. Elle s'assit sur le banc d'attente, les doigts entrelacés, le cœur battant comme s'il allait s'enfuir. Pendant des mois, elle avait repoussé ce moment, préférant la prière et le déni à la vérité. Mais la nuit dernière, alors qu'elle était allongée aux côtés d'un mari qui ne l'avait pas touchée depuis des semaines, elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus porter la responsabilité de quelque chose dont elle n'était pas certaine qu'il lui appartienne. Vêtue d'une simple robe grise, elle ne ressemblait en rien à la femme brisée qu'elle ressentait intérieurement. Son visage était calme, mais son âme tremblait. Elle était venue découvrir ce que son corps refusait de lui dire. Et elle était venue seule. Frank n'avait pas été prévenu. Il aurait ignoré l'information, pire, l'aurait insulté pour avoir osé prendre des initiatives. Elle lui a donc annoncé qu'elle avait un atelier de formation pour enseignants et s'est éclipsée à l'aube. Les examens ont commencé par un bilan de santé générale, un contrôle du poids, de la tension artérielle et un recueil des antécédents médicaux. Viennent ensuite les échographies et les bilans hormonaux. Le docteur Ibukin, médecin, était aimable et professionnel, posant des questions délicates et rassurant Benita à chaque étape. « C'est une bonne chose que vous soyez venue, madame, dit-elle. Beaucoup de femmes attendent trop longtemps, espérant que le temps arrangera ce que la science peut expliquer. » Benita hocha la tête, honteuse d'avoir mis 3 ans à pleurer, à prier et à se culpabiliser à voix basse pour prendre cette décision. Elle rentra chez elle ce jour-là, épuisée mais déterminée. Elle attendrait les résultats, et alors? Peut-être pourrait-elle enfin respirer à nouveau. Une semaine plus tard, la clinique l'appela. Son cœur battait la chamade en entendant la voix de l'infirmière. « Vos résultats sont prêts. Le médecin vous expliquera tout. » Elle prit le prochain rendez-vous disponible. Le matin de son retour à la clinique, le ciel était gris, comme s'il savait ce qui allait arriver. Dans le cabinet du médecin, Benita était assise, raide, serrant son sac à main comme un bouclier. Le docteur Ibukin posa délicatement le dossier sur la table et retira ses lunettes. « Madame Edwards. » Commença-t-elle, « Je vais aller droit au but. Votre santé reproductive est normale. Vos ovaires fonctionnent bien, vos hormones sont équilibrées et vos scanners ne montrent ni fibrome ni anomalie. » Benita cligna des yeux. « Alors, ce n'est pas moi? »
Le médecin hésita. Médicalement, il n'y a aucune raison de ne pas concevoir. Mais à moins que votre mari ne soit également testé, nous n'aurons pas une vision complète. L'esprit de Benita s'emballa. Frank n'avait jamais été testé. Il avait refusé, rejeté, ri. Silty plate, murmura Benita, sigh. Hypothétiquement, si le sperme d'un homme était en cause, la conception serait-elle complètement interrompue? Le docteur Buchan acquiesca. Dans les cas extrêmes, oui. Si la motilité est trop faible ou si le nombre de spermatozoïdes est quasi inexistant. Cet instant bouleversa Benita. Pendant tout ce temps, elle avait sombré dans la culpabilité, prié, jeûné, remis en question sa valeur, et le problème n'aurait peut-être jamais été elle. Frank l'avait accusée, s'était moqué d'elle, avait même levé la main, et il ne s'était jamais retenu. Benita quitta la clinique d'un pas lent et lourd. La circulation sur la route principale était bruyante, mais elle ne l'entendait pas. La vérité palpitait dans sa poitrine comme un second battement de cœur. Frank était peut-être stérile, et il l'ignorait. Il avait refusé de le savoir. Toute la honte qu'il lui avait infligée, tous les murmures de sa mère, les regards en coin de ses collègues, les plaisanteries cruelles de Sharon. Et pendant tout ce temps, elle avait porté un fardeau qui n'était pas le sien. Ce soir-là, elle ne dit rien à Frank. Il rentra tard, à moitié ivre, marmonnant à propos du stress professionnel. Elle posa son repas sur la table et retourna dans la chambre, où elle resta assise par terre pendant des heures. Elle ne pleura pas. Elle fixa simplement la fenêtre tandis que les éclairs zébraient le ciel. L'orage avait éclaté, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et même si Frank n'en avait aucune idée, le jour viendrait où ce secret ébranlerait les fondements même de tout ce qu'il croyait savoir. La salle était décorée de rideaux dorés et de roses rouges scintillant sous les douces lumières du centre de réception de Ruby Garden. C'était le mariage du cousin de Frank, et la famille Edwards était venue en force, leur couronne igbodue scintillante, nouée de gel. Benita portait une douce robe en dentelle lavande qu'elle avait cousue elle-même, simple mais élégante. Elle était venue prête à endurer une nouvelle journée de faux-semblants, souriant aux proches qui chuchotaient, s'inclinant devant les aînés qui demandaient de bonnes nouvelles. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait arriver. Sharon Pascal arriva 30 minutes après le début de la cérémonie, son entrée aussi théâtrale qu'une première de film. Vêtue d'une robe corset dorée qui moulait sa silhouette, elle s'avança droit vers Frank, l'embrassa sur la joue devant tout le monde et l'appela « bébé ». Des murmures parcoururent la salle. Benita, figée, affichait un sourire forcé tandis que les caméras cliquaient. La tension s'était dissipée pendant la danse du couple. Frank avait quitté Benita depuis des heures et était maintenant assis avec Sharon, chuchotant et riant comme s'ils étaient dans leur propre monde. Lorsque le présentateur invita en plaisantant les couples mariés à danser, Benita se leva, s'attendant à ce que son mari la suive. Mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, Sharon se pencha vers lui et dit d'une voix forte que les femmes stériles ne devraient peut-être pas danser. Il porte malheur. Des rires éclatèrent du côté de Frank. C'est alors que Frank se leva, trinqua avec son verre de vin et annonça à tout le monde « S'il vous plaît, laissez ma femme se reposer. » 3 ans, et toujours pas de grossesse? Cette femme a besoin de prière, pas de pression. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Benita sentit sa poitrine se serrer. Elle ne pouvait plus bouger. Elle ne pouvait plus respirer. Sa belle-mère rigola et ajouta « Peut-être qu'elle devrait arrêter de porter ses robes de rappeur et recourir à la FIV. » Humiliée au-delà de toute compréhension, Benita se retourna et sortit du couloir. Le monde extérieur tournait. Ses talons raclaient le trottoir, mais elle ne le remarqua pas. Un photographe a tenté de l'arrêter pour une photo, ignorant ce qui se passait. Elle a bousculé et a continué à marcher jusqu'au bord de la route. Ses oreilles bourdonnaient. Son cœur était comme du verre. À cet instant, quelque chose en elle s'éteignit, non pas l'amour, ni la fierté, mais le dernier espoir auquel elle s'était accrochée. La conviction que Frank, au fond d'elle-même, se souciait encore d'elle. Cette croyance venait d'être enterrée publiquement, tel un cadavre dont tout le monde était venu se moquer. Cette nuit-là, Benita ne rentra pas à la maison. Elle dormit dans une maison d'enseignants près de son école. Seule. Aucun appel. Aucune excuse. Seul le silence. Le lendemain matin, elle se réveilla et vit des photos de Sharon et Frank en vogue sur Instagram. Quelqu'un avait posté une vidéo de la scène, légendée. Femme humiliée au mariage de son cousin par son mari,
la joie intérieure. La section des commentaires s'est enflammée. Certains se sont moqués d'elle, d'autres l'ont défendue. Mais le mal était fait. Les rumeurs avaient atteint sa salle des professeurs avant même qu'elle n'arrive au travail. Elle franchit le portail de l'école la tête haute, même si son âme traînait derrière elle. Un jeune professeur s'approcha d'elle doucement et murmura. « Maman, on l'a vu. S'il te plaît, sois forte. » Benita hocha la tête, esquissa un léger sourire et se dirigea vers sa classe. Ce jour-là, elle enseignait avec la même passion, mais chaque mot qu'elle prononçait semblait retenir un cri. Celle qui autrefois murmurait des prières pour son mariage se disait maintenant au revoir à elle-même. Il pleuvait la nuit où Benita rangeait ses affaires, pas trop, mais suffisamment pour dissiper tout doute. Elle se déplaçait comme un fantôme dans le petit appartement de Surolier, pliant ses vêtements avec une précision silencieuse, les yeux gonflés par des nuits blanches. L'embarras public était devenu insupportable. Partout où elle allait, les murmures fusaient. Franck ne s'excusa jamais. Au contraire, il redoubla d'efforts, faisant entrer Sharon dans la maison alors que Benita y vivait encore, affirmant qu'elle n'avait aucun droit de l'en empêcher. L'humiliation devint son quotidien. Un soir, Sharon fit exprès de défiler dans la maison, vêtue seulement d'une serviette, riant bruyamment dans la poitrine de Franck au passage de Benita. Ce n'était plus un mariage, c'était la guerre. Et Benita avait finalement décidé de se rendre, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle voulait vivre. Son téléphone vibra. C'était un message d'oncle Paul, le cousin de son défunt père qui vivait à Abuja. Il s'était récemment retrouvé lorsqu'il avait vu sa photo en vogue sur Internet. « Viens, mon enfant », avait-il dit lors d'un appel. « Sors d'ici avant de perdre la tête. » Ce soir-là, elle s'éclipsa sans dire un mot à Franck. Elle laissa derrière elle la photo de mariage accrochée au mur, les tissus en carat dans l'armoire et l'espoir qu'elle avait autrefois cousu dans les rideaux. Elle n'emporta que ses certificats, un sac de vêtements et une petite enveloppe contenant le rapport de la clinique, celui qui affirmait qu'elle n'était pas le problème. Elle ne voulait ni se venger, ni tourner la page. Elle voulait juste de la distance. Et peut-être, à Abuja, un nouveau départ. Elle arriva au parc Utako le lendemain matin, trempée et fatiguée, mais pas abattue. Oncle Paul vint la chercher dans une modeste Corolla. Il vivait dans un 2 pièces en périphérie, où l'air sentait la paix. « Tu resteras aussi longtemps que tu voudras, » dit-il. « Vous êtes de la famille. » Benita a pleuré pour la première fois depuis des jours. Non pas de douleur, mais de ce rare sentiment de sécurité. En moins d'une semaine, elle a commencé à postuler pour des postes d'enseignante dans les écoles locales. L'argent n'était pas énorme, mais elle s'en fichait. Elle avait besoin de respirer, de reconstruire, exister sans jugement. Un après-midi, alors qu'elle marchait le long du carrefour pour récupérer des formulaires de demande, elle vit une mère porter son enfant sur son dos, et son cœur se serra. Non pas de jalousie, mais de désir. Elle voulait toujours des enfants. Mais maintenant, plus que jamais, elle savait qu'elle ne supplierait jamais l'amour pour en avoir. De retour à Lagos, Franck demanda le divorce sans la consulter. Elle reçut les documents judiciaires par courrier et les signa sans hésiter. 2 semaines plus tard, Sharon tomba enceinte et emménagea dans la maison, se faisant passer pour Madame Edwards. Franck publia des photos en ligne avec des légendes telles que « La paix enfin »,« Ma vraie reine ». Mais son monde, pourtant doré en surface, commençait à s'effondrer. Les projets étaient retardés. Les clients se plaignaient. Et quelque chose dans le téléphone de Sharon semblait toujours trop actif, trop caché. Benita, cependant, était trop loin pour s'en soucier. Elle avait trouvé un nouveau terrain. Et même si ses racines étaient encore à vif, elle était enfin prête à grandir, cette fois à sa façon. Le ciel d'Abuja était d'un gris meurtri, gonflé par la pluie qui ne tombait pas. Benita Richard se tenait au coin du Taco Jonction, trempée jusqu'aux os, son sac à main usé pressé contre sa poitrine. Ses talons étaient couverts d'ampoules après avoir marché toute la journée sous le poids de la déception. Elle avait fréquenté 4 écoles, chacune la renvoyant avec le même refus poli. « Désolé, nous ne recrutons pas pour le moment. » Ses CV, imprimés sur du papier emprunté, étaient maintenant froissés et tachés d'eau de pluie. L'ourlet de sa robe lui collait aux jambes comme du linge humide. Elle n'avait pas de parapluie, juste de l'espoir. Et même cet espoir commençait à s'épuiser. Son estomac gargouillait. Ses genoux tremblaient. Pourtant, elle restait là, attendant un taxi ou un kiki qui la ramènerait à l'appartement de l'oncle Paul avant que la pluie n'engloutisse la ville.
C'est alors que la voiture s'arrêta à côté d'elle. Une Mercedes noire, silencieuse, élégante et détonnante sur une route jonchée de bus rayés et de voitures délabrées. La vitre du conducteur s'abaissa, révélant un homme d'une quarantaine d'années. Sa peau avait la teinte foncée des palmistes grillés, sa mâchoire saillante, sa barbe impeccable et son regard vif sous une simple casquette noire. « Excusez-moi, dit-il d'une voix posée mais inquiète. Vous avez l'air perdu. Vous allez bien? » Benita, surprise, recula. « Oui, enfin, je vais bien. J'essaie juste de trouver un taxi. » L'homme scruta la rue. « Tu n'en trouveras pas de sitôt sous cette pluie. Où vas-tu? » Elle hésita. Il n'avait pas l'air dangereux, mais des années de prudence la firent réfléchir. « Ouah, dit-elle finalement. Il ouvrit la porte. « Je vais par là. Montez. Tu vas attraper une pneumonie en restant là. » Elle resta figée un instant. Monter dans la voiture d'un inconnu était une expérience qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais quelque chose dans son ton la désarma. Ni exigeant, ni séducteur, juste doux. Et le froid la gagnait. Elle hocha lentement la tête, ouvrit la portière arrière et se glissa à l'intérieur. La chaleur des sièges en cuir l'enveloppa comme une couverture de survie. Elle serrait fermement son sac trempé, essayant de ne pas trop en faire couler l'eau à l'intérieur. L'homme la regarda dans le rétroviseur. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité. Je ne pouvais pas passer à côté de toi comme ça. » Elle murmura un merci, puis regarda par la fenêtre, le cœur encore palpitant d'incertitude. Aucun d'eux ne parla pendant plusieurs minutes. Seul le ronronnement du moteur, le léger claquement des pneus et des flaques d'eau, et le clignotement occasionnel des feux de détresse permirent de les entendre. Au bout d'un moment, il reprit la parole. À la recherche d'un emploi, elle hocha la tête. « Oui, insaner. Il a souri faiblement. Je m'en doutais. Tu as l'air de quelqu'un qui prend soin des autres. » Avec patience. Elle réussit à esquisser un sourire fatigué. « J'enseignais chez moi, à Inugu. Mais les choses ont changé. » Il n'a pas insisté. « Parfois, c'est le changement qui fait naître les miracles, » a-t-il dit doucement. Elle leva les yeux, perplexe, mais ne dit rien. Arrivé à son arrêt, il s'arrêta doucement. « Ça va aller maintenant ?» Elle hocha la tête en tirant sur la poignée de la portière. « Merci, monsieur, vraiment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Il fouilla dans la boîte à gants et lui tendit un mouchoir plié. « Garde ça. » Et Benita, dit-il, l'ayant entendu se présenter pendant le trajet, la pluie ne dure pas éternellement. Elle marqua une pause. « Attends, comment as-tu fait ?» Mais il se contenta de sourire et s'éloigna. Elle resta au coin de la rue, un mouchoir à la main, regardant la voiture disparaître à l'horizon, ignorant que l'homme qu'elle venait de rencontrer était le président Williams Bennett, conduisant seul pour se changer les idées, et que sa vie venait de prendre un tournant silencieux. Elle ne le reconnut pas, car il s'était transformé. Il veut savoir qu'il l'aime par amour, pas par argent. La semaine qui a suivi cette rencontre pluvieuse s'est écoulée comme un tableau délavé. Des journées remplies de candidatures, de courriels sans réponse et de longs regards perdus dans le vide. Benita Richard avait repris sa routine de promenade matinale et de journal intime tard le soir dans le modeste appartement de son oncle Paul à Abuja, mais malgré tous ses efforts, son esprit revenait sans cesse à l'homme à la Mercedes noire. Elle avait repassé leur conversation au moins une douzaine de fois dans sa tête. Qui était-il? Un fonctionnaire? Un diplomate à la retraite? Son calme, son allure élégante et sa gentillesse avaient laissé une trace que même la pluie n'avait pas pu effacer. Elle avait toujours le mouchoir caché dans un coin de son tiroir, comme un secret plié. Vendredi matin, son téléphone vibra. C'était un numéro étrange. Hésitante, elle décrocha. Une voix douce et familière s'éleva. « Benita, je ne veux pas être indiscrète, mais je me demandais si tu aimerais déjeuner avec moi aujourd'hui. » Elle retint son souffle. Elle ne lui avait pas d'eau. Né son numéro, mais elle se souvint de l'enveloppe de candidature contenant son CV. Il avait dû la voir quand son sac s'était ouvert dans la voiture. « Servi » commença-t-elle, mais il l'interrompit gentiment. « Ce n'est pas une obligation. Je réfléchissais, c'est tout. Peut-être un repas chaud. Une pause dans la quête d'opportunités. » Il y avait dans son ton une sincérité qu'elle ne pouvait nier. Contre toute logique, son cœur répondit oui avant que son esprit ne puisse s'y opposer. Quelques heures plus tard, elle franchit l'entrée silencieuse du Bosquet luxuriant, un restaurant isolé niché à Metama, connu seulement d'une poignée de personnalités de l'élite. Le personnel ne lui demanda pas qui elle était.
Ils l'accompagnèrent simplement jusqu'à une terrasse privée où il s'assit, vêtu d'une tenue indigène couleur lit de vin, lisant un livre, un verre d'eau à côté de lui. « Tu es venu » dit-il avec un doux sourire en se levant. Elle hocha la tête, nerveuse mais intriguée. « Je n'étais pas sûr de devoir le faire. » Il rit. « Et pourtant, te voilà. » Cela en dit long. Assis, il ne précipita pas la conversation. Ils parlèrent de musique. Elle aimait le vieux gospel, lui préférait le jazz doux. Ils parlèrent d'éducation. Elle lui parla de ses élèves à Enugu et de la joie d'enseigner à des enfants qui lui rappelaient elle-même. Il l'écouta, non seulement poliment, mais attentivement, se penchant vers elle, posant des questions complémentaires, hochant la tête comme si chaque mot qu'elle prononçait avait du poids. Elle lui raconta la perte de ses parents, son enseignement passionné, mais son retour auprès d'un mari qui ne la voyait que comme une ratée. Elle ne nomma pas Frank, mais la douleur dans sa voix combla les vides. Il n'a pas jugé. Au contraire, a-t-il dit, certains voient des diamants et les appellent du verre brisé, non pas par aveuglement, mais par peur d'une brillance qu'ils ne peuvent contrôler. Le repas s'est terminé par des rires sincères, chaleureux et inattendus. En sortant, il lui tendit une enveloppe marron. « Ne l'ouvre pas avant d'être rentré, » dit-il. « Je ne te mettrai pas la pression, mais je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Et peut-être, une première chance d'être vraiment vu. » Elle le remercia, les joues chaudes, le cœur rempli de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la dignité. Ce soir-là, lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur se trouvait une lettre d'offre officielle de la Hope Spring Foundation School, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Abuja. Le poste était celui de directrice adjointe. Son salaire était 3 fois supérieur à celui qu'elle gagnait auparavant. Elle serrait le papier contre sa poitrine, les larmes ruisselant sur son visage. Elle ne savait toujours pas qui il était. Mais une chose était sûre, cet homme venait de réécrire son histoire sans même lui demander un stylo. Les jours qui suivirent leur déjeuner furent calmes, mais inoubliables. Le président Williams Bennett, pourtant quotidiennement plongé dans les affaires politiques, les rapports économiques et les réunions du cabinet, se souvenait sans cesse de Benita Richard. Il avait rencontré de nombreuses femmes, certaines motivées par le pouvoir, d'autres par leur apparence ou leur ambition. Mais il y avait quelque chose dans la force blessée de Benita, la douceur de sa voix et la résilience de son regard qui persistaient dans son esprit comme une question sans réponse. Il avait prévu que leur rencontre soit brève, un simple geste de gentillesse envers un inconnu. Mais quelque chose avait changé pendant ce déjeuner. Quand elle riait, ce n'était pas du flirt. C'était de la gratitude. Quand elle parlait, ce n'était pas une conversation superficielle. C'était une conversation profonde. Et cela le hantait de la plus belle des manières. Williams se surprit à consulter les bulletins scolaires de Hope Spring plus souvent que d'habitude, sous prétexte de suivre les nouvelles nominations. Il se disait que cela faisait partie de son initiative nationale en matière d'éducation. Mais la vérité était plus simple, il voulait savoir comment elle allait. Il a constaté qu'elle s'adaptait rapidement et gagnait le respect des enseignants comme des élèves. Elle avait créé un coin lecture, s'était portée volontaire pour animer des prières matinales et avait même lancé un cours gratuit le samedi pour les enfants des quartiers défavorisés des environs. Un jour, il est passé devant l'école sans se faire remarquer, juste pour la voir. Elle se tenait près du portail, aidant un enfant à lasser ses chaussures. Cette seule image lui fit plus de bien que n'importe quel rapport présidentiel. Il s'éloigna sans un mot. Mais au fond de lui, il le savait. Il était en train de tomber amoureux. Benita, quant à elle, ne savait toujours pas qui il était. Elle ne connaissait que son nom, Monsieur Bennett, et savait qu'il était attentionné, calme et mystérieux. L'offre d'emploi lui semblait néanmoins miraculeuse. Son nouvel appartement, bien que modeste, avait des fenêtres qui laissaient entrer le soleil levant, et ses étudiants l'accueillaient chaque matin comme une reine. Les cauchemars de la gosse commençaient à s'estomper. Mais les pensées de M. Bennett persistaient. Elle ne s'attendait pas à un second déjeuner. Mais un après-midi, un bouquet de tournesol arriva à son bureau avec un mot manuscrit. Parfois, la joie reprend là où la douleur s'est arrêtée. W.B. Son soufflet se bloqua. Le soir même, il appela. « Je suis à proximité, dit-il. Veux-tu faire un petit tour avec moi ?» Elle hésita, puis accepta. Il vint la chercher dans la même Mercedes noire. Cette fois, elle s'assit devant. Plus près, plus ouverte. Ils roulèrent sans destination, parlant de livres,
de rêves d'enfance et de chansons qu'ils avaient oubliées et aimées. Il ne chercha pas à l'impressionner par la richesse ou le pouvoir. Et elle ne fit pas semblant de ne pas guérir. Quelque part entre Benex et Jaby, dit-elle doucement, « Tu me rappelles la paix. » Il la regarda d'un air dur. « Tu me rappelles que la paix est encore possible. » Ce soir-là, après l'avoir déposée, il resta longtemps assis dans la voiture, les doigts sur le volant, à contempler les étoiles au-dessus de l'horizon d'Abuja. Ce n'était ni de la charité, ni de la pitié. Et ce n'était pas seulement de l'admiration. C'était plus profond que ces trois sentiments. C'était de l'amour, inattendu, discret et réel. La ville d'Abuja vibrait à son rythme habituel, ministre en costume, assistant avec mallette, sirène résonnant faiblement au loin. Mais dans un coin tranquille d'Azokoro, un rythme différent se jouait, un rythme qui n'avait rien à voir avec la politique et tout à voir avec un cœur battant. Le président Williams Bennett, que Benita ignorait encore comme l'homme le plus puissant du pays, se tenait au milieu de son jardin privé, vêtu d'un simple cafetan marron. Le soleil couchant baignait d'or les étayers, et une table pour deux était dressée sous le vinvillia, habillée de nappes blanches et éclairée à la bougie. Son équipe de sécurité avait été discrètement dissoute pour la soirée. Ce moment n'avait rien de présidentiel. C'était personnel. Des mois s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec Benita cet après-midi orageux, et bien qu'il ait tenté de résister à l'appel de l'émotion, l'amour s'était infiltré dans tous les recoins de sa vie. Il avait pris sa décision. Il allait la demander en mariage. Benita arriva vêtue d'une robe crème à dentelle, incertaine de ce qui l'attendait. M. Bennett l'avait invitée à dîner à nouveau, lui disant simplement « J'ai quelque chose à partager ». Son cœur battait la chamade, submergé par une curiosité nerveuse. Il l'accueillit lui-même à l'entrée du jardin, lui prenant la main avec un sourire si doux qu'il fit fondre son malaise. Ils s'assirent. Ils mangèrent. Ils rirent. Puis, juste avant le dessert, il se leva, fouilla dans sa poche et en sortit une boîte en velours. Son souffle s'accéléra. « Benita, dit-il à voix basse, je sais que cela peut surprendre. J'ai essayé d'attendre, pour être sûr. Mais la vérité, c'est que chaque jour que je t'ai connu m'a semblé comme une lumière pénétrant dans une pièce trop longtemps fermée. » Il s'agenouilla. Benita se fija. « Je ne vous offre pas de palais ni de promesses impossibles à tenir. Je vous offre la paix. Je vous offre un partenariat. Veux-tu m'épouser ?» La main de Benita se porta à sa bouche. Les larmes jaillirent aussitôt. Elle ne s'attendait pas à ça. Pas de lui. Pas maintenant. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Tu ne sais même pas tout de moi. Il la regarda dans les yeux. Je connais ton cœur. J'ai connais ta force. Et je sais depuis longtemps que tu es le genre de femme qui ne demande pas à être sauvée. Elle s'élève d'elle-même. Elle essaya de protester, ses craintes grandissant. Mais je suis divorcée. Sans enfant. Et si je ne te suffisais pas? Il lui prit la main. Alors laisse-moi te prouver que tu le es déjà. Le silence retomba. Seul le bruit du vent caressant les arbres subsistait. Puis elle hocha la tête. Lentement. Des larmes coulaient à flots. Oui, murmura-t-elle. Oui, je t'épouserai. Il glissa la bague à son doigt, une pièce élégante avec un éclat subtil. Ni tapa accent grave l'œil, ni criarde. Tout à son image. Juste comme il faut. Plus tard dans la soirée, alors qu'il la raccompagnait chez elle, Williams tendit la main par-dessus le conseil et la reprit. Aucun des deux ne répondit. Il n'y avait pas besoin de mots. Mais avant de sortir de la voiture, elle se tourna vers lui, la voix tremblante. « Il y a une chose que je dois te dire aussi. Je n'ai jamais ressenti ça. Pas une seule fois de ma vie. » Il sourit. « Alors laisse-moi continuer à te voir. Jusqu'à la fin. » Elle hocha la tête, le cœur trop plein pour parler. Tandis qu'il s'éloignait, elle resta un long moment devant le portail, les yeux fixés sur la bague. Elle ne savait pas encore qui il était vraiment, ni quelle était la véritable nature de l'homme qu'elle avait accepté d'épouser. Mais à cet instant, elle ne pensait ni au titre ni à l'histoire. Elle pensait au miracle rare et silencieux de retrouver l'amour, après avoir été brisé, enterré et oublié. Pendant les jours qui suivirent la demande en mariage, Benita Richard vécut dans un rêve presque trop fragile pour être touché. Elle se réveillait et fixait la bague, traçant sa courbe délicate comme si elle risquait de disparaître si elle clignait des yeux trop longtemps. L'équipe de l'école Hope Spring remarqua une lueur sur ses joues, ses yeux pétillants même lorsqu'elle grondait les élèves en retard. Ils n'en connaissaient pas la source, et elle ne le dit pas. Elle garda cette joie pour elle. À sa connaissance,
Elle était fiancée à un homme gentil et discret nommé M. Bennett, quelqu'un qui la voyait telle qu'elle était, et non comme ce qui lui manquait. Il ne lui avait pas encore beaucoup parlé de son travail, et même si cela lui semblait étrange, elle attribuait cela à l'humilité. Après tout, il n'y avait pas de faste dans son style de vie, pas d'étalage ostentatoire, pas de grands airs. Il était juste, bien. Et après tout ce qu'elle avait vécu avec Frank, c'était suffisant. Mais tout a basculé un dimanche après-midi. Williams l'invita à ce qu'il appelait une réunion de famille officielle dans sa résidence privée d'Ozo Rock Villa. Benita hésita, le nom lui semblait familier, presque trop familier. « Est-ce un bâtiment gouvernemental » demanda-t-elle, à moitié en plaisantant. Il rit doucement, mais ne dit rien. « Viens, tout simplement, » répondit-il. « Il y a des gens que je veux te présenter. » Elle portait une simple robe bleu marine avec des chaussures plates et ses tresses étaient attachées en un chignon bas. Lorsque l'escorte arriva, un SUV noir blindé avec un chauffeur officiel, elle pensa qu'il travaillait peut-être à la présidence après tout, peut-être sénateur ou conseiller. Ce n'est qu'après avoir franchi plusieurs niveaux de sécurité et que les gardes saluèrent la voiture sans même vérifier les papiers que son cœur s'emballa. Les portes s'ouvraient sur un complexe plus vaste que tout ce qu'elle avait jamais vu, grandiose, imposant, gardé, impeccable. Lorsque la voiture s'arrêta et que la porte s'ouvrit, elle sortit dans un couloir recouvert de moquettes rouges où des assistants en uniforme et des agents des services secrets se tenaient au garde-à-vous. Au bout du couloir, il était là, Williams, l'attendant avec ce même sourire chaleureux, vêtu d'une tenue de cérémonie indigène brodée de fils d'or. Elle s'avança vers lui, les jambes tremblantes. « Quoi? C'est ça ?» murmura-t-elle. « Où sommes-nous » Williams lui prit la main, embrassa ses jointures et dit doucement. « Benita, je voulais te donner une chance de tomber amoureuse de moi. Ce n'est pas mon titre. » Elle en eut le souffle coupé. « Quel titre ?» Il la regarda dans les yeux. « Je ne suis pas Monsieur Bennett. Je suis le président Williams Bennett, dirigeant élu de la République fédérale du Nigeria. » Ses genoux fléchirent légèrement. Elle se serait effondrée s'il ne l'avait pas attrapée. « Toi, tu es le président ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, mais avant ça, je suis un homme. Un veuf. Un futur père. Et l'homme qui vous aime. » Benita avait du mal à digérer. L'homme qu'il avait récupéré sur le bord de la route sous la pluie. L'homme qui lui tenait la main au-dessus du riz jollof et l'écoutait comme si ses paroles comptaient. L'homme qui lui avait envoyé des fleurs avec des mots manuscrits. L'homme qui l'avait demandé en mariage était le dirigeant du pays tout entier. Elle avait envie de pleurer, de crier, de rire, tout à la fois. Mais au lieu de ça, murmura-t-elle, « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» L'expression de Williams a séduit. « Parce que j'avais besoin de savoir si tu m'aimerais pour qui je suis, pas pour ce que je représente. » Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Tu n'as pas seulement réécrit mon histoire. Tu m'as redonné confiance en moi. » Alors qu'il la prenait dans ses bras, l'âge se détourna respectueusement. Pour la première fois de sa vie, Benita ne cachait pas ses larmes. Elle se tenait dans la lumière, embrassée par un homme qui avait le pouvoir de changer les nations, mais qui avait choisi de changer son monde en premier. La nouvelle tomba avant même que Benita ne s'en rende compte. Le président de la République fédérale du Nigeria, Williams Bennett, allait se marier, et non pas avec la fille d'un sénateur, d'un diplomate étranger ou de l'enfant d'un magnate des affaires. Il épousait une institutrice d'Enugu, autrefois victime de trahison. Les médias ont explosé. Les réseaux sociaux ont été inondés de hashtags comme « le président et l'enseignant »,« Benita la bien-aimée » et « l'amour au-delà du pouvoir ». Les rumeurs ont circulé. Des paparazzis campaient devant l'école Hope Spring. Les journalistes la suppliaient d'accorder des interviews qu'elle refusait d'accorder. Mais malgré tout, Benita est restée calme, ancrée dans la même grâce qu'il avait portée à travers l'humiliation, le chagrin et la survie. La femme autrefois moquée pour sa stérilité était désormais étudiée comme un miracle. Mais elle ne se laissait pas consumer. Elle souriait seulement lorsque les enfants à l'école faisaient une révérence très basse ou chuchotaient avec enthousiasme derrière elle à son passage. Les préparatifs du mariage furent rapides mais réfléchis. Le président Williams ne souhaitait pas un défilé politique. Il souhaitait une célébration de l'amour. Il a insisté pour 2 cérémonies, un mariage traditionnel à Enugu, où Benita était originaire, et une cérémonie civile privée à Abuja. Pour le mariage traditionnel,
ASO Rock Security l'a raccompagné au village où les routes n'avaient jamais vu de SUV noir auparavant. La propriété regorgeait de membres de la famille, dont beaucoup avaient autrefois opposé son destin à celui de Frank. Il chantait maintenant son nom avec tambour et jubilation. Les tantes qui autrefois soupiraient à cause de son accouchement retardé applaudissaient maintenant avec fierté. Oncle Paul se tenait à ses côtés tel un lion fier, les yeux humides d'émotion. « Ton père serait fier ?» murmura-t-il. Lorsque Williams arriva, vêtu de son costume Igbo, avec des perles rouges et un bâton de marche, le village tout entier se tut. Un président était venu, non pas par ego, mais avec humilité, pour lui demander sa main. Les rites traditionnels étaient riches en couleurs. Les noix de cola furent cassées, la cérémonie du port du vin célébrée, et lorsque Benita trouva Williams parmi la foule et s'agenouilla devant lui offrant du vin de palme d'une main tremblante, les femmes entonnèrent des chants. Il prit la coupe, but et la souleva, non seulement physiquement, mais symboliquement. À partir de ce moment, elle n'était plus la femme abandonnée. Elle était Ada Hugo, la fille de l'aigle, restaurée et parée. Quelques jours plus tard, le mariage civil à Abuja eut lieu dans une chapelle paisible de la villa, en présence uniquement d'amis proches, de quelques émissaires internationaux et du cercle intime de Williams. Elle portait une modeste robe crème aux manches en dentelle et un guillis noué à la perfection. Ses vœux étaient brefs mais sincères. « Tu m'as vu quand je pensais n'avoir plus rien. Maintenant, je te donne tout ce que je suis, librement et pleinement. » Après avoir été déclaré mari et femme, le président Williams se tourna vers sa nouvelle épouse et l'embrassa délicatement sur le front. Il n'y eut ni feu d'artifice, ni solo de violon théâtraux, juste la paix, la chaleur, celle qu'elle avait désirée toute sa vie. Tandis qu'ils marchaient main dans le couloir de la villa présidentielle, les assistants applaudissaient doucement et s'inclinaient. Pour la première fois depuis des années, Venita n'entrait pas dans une maison par crainte de ce qui pourrait être dit ou fait. Elle entrait dans un foyer bâti non pas sur des attentes, mais sur l'amour. Et tandis que la porte se refermait derrière eux, le monde bourdonnait de leur histoire, mais elle s'en fichait. Elle n'avait pas seulement épousé le président, elle avait épousé sa paix, son repos, sa rédemption. Pendant ce temps, Sharon venait de donner naissance à un enfant, et Frank, ravi, la comblait de cadeaux, l'exhibant comme s'il était le sien, à condition de connaître toute la vérité à son sujet. Les premiers mois de mariage entre Venita Richard et le président Williams Bennett se déroulèrent comme une poésie en mouvement, simple, serein et empreint de nouveaux commencements. La villa présidentielle, autrefois forteresse de formalités et de tensions nationales, se réchauffa peu à peu grâce aux rires qui résonnaient dans leurs appartements privés, aux prières matinales murmurées au petit-déjeuner partagé et au jazz doux qui remplaça le silence habituel du salon de la première dame. Toujours en phase d'adaptation à son nouveau titre, Venita choisit de ne pas se précipiter dans ses fonctions publiques ni dans ses apparitions politiques. Elle passait ses matinées à s'occuper du modeste jardin sur le toit de la villa et ses soirées à lire près de la fenêtre, tandis que les lumières de la ville clignotaient au loin. Bien qu'elle ait désormais des chauffeurs, des assistants et des agents de sécurité, elle gardait les pieds sur terre. Les médias la surnommaient « l'humble reine du Nigeria ». Mais pour Williams, elle n'était que Venita, son calme dans une tempête qu'il avait longtemps acceptée comme permanente. Puis, un après-midi, tout a basculé. Elle se sentait différente depuis plusieurs jours, fatigue inhabituelle, nausées plus persistantes qu'elle n'aurait dû, et envie de poisson poivré à des heures indues. Au début, elle a pris ça pour du stress. Le pays était exigeant, et l'emploi du temps de Williams les élo. Il niait souvent, même s'il trouvait toujours le temps de l'appeler, même lors de sommets internationaux. Mais un soir, alors qu'elle se brossait les dents, le goût de la menthe déclencha une nausée incontrôlable qui la força à s'effondrer sur le sol de la salle de bain. Son assistante personnelle, Zénab, qui s'était attachée à sa nature douce, lui suggéra gentiment une visite à la clinique. « Maman, SILT plate. On va vérifier. » Acquiesca Venita. Non pas qu'elle s'attendait à quoi que ce soit. Dans son esprit, le mot grossesse était un fantôme, quelque chose qu'elle avait longtemps enfoui sous ses prières et ses déceptions. Elle avait accepté son passé. Elle avait perdu espoir. Le médecin présidentiel privé effectua le test en silence. Venita resta assise, immobile, les yeux rivés sur la fenêtre. Puis il se retourna, clignant lentement des yeux. « Votre Excellence, dit-il prudemment, vous êtes enceinte de 8 semaines. Dejumiaux.
Le silence se fit dans la pièce. Venita le fixa, immobile. Des jumeaux, répéta-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Oui, madame. Une grossesse gémellaire en bonne santé. Sa main se porta à son ventre, toujours plat sous son chemisier en dentelle. Cela ne semblait pas réel. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne dit rien. Pendant une minute entière, elle resta assise là, accablée par le poids de l'impossible qui devenait réalité. Lorsqu'elle se leva enfin, elle regarda par la fenêtre, le cœur battant. Son ventre, autrefois qualifié de sec, autrefois source de plaisanteries cruelles, portait désormais non pas une vie, mais deux. Lorsque Williams revint plus tard dans la soirée, épuisé par des réunions enchaînées, il la trouva assise dans le jardin, baignée par le clair de lune. « On dirait que tu attends des nouvelles, plaisanta-t-il. Elle sourit faiblement et se leva. « J'ai quelque chose à te dire, dit-elle. » Elle ne parla pas tout de suite. Elle posa doucement sa main sur son ventre. Il la regarda, perplexe. « Venita, murmura-t-elle, tu vas être père. » Déjouméaux. Il resta bouche bée. C'était la première fois que le président, confiant et serein, paraissait véritablement sans voix. Puis il fondit en larmes, non pas de chagrin, mais d'admiration. Il tomba à genoux et la serra contre lui, ses bras entourant ce miracle qu'il n'avait jamais demandé, mais qui leur avait été offert. Cette nuit-là, Abudja dormait. Mais dans la villa, la joie vibrait comme l'électricité. Une nation le saurait bientôt. Mais pour l'instant, c'était leur secret, deux battements de cœur dansant dans le silence, réécrivant l'histoire qu'ils croyaient terminée. Les mois qui suivirent furent à la fois tendres et terrifiants. Venita Richard, désormais première dame du Nigeria, traversa sa grossesse avec une grâce qui en émerveillait plus d'un. Son ventre s'épanouit sous ses robes fluides et sa démarche se fit plus lente, plus prudente, mais ses yeux pétillaient d'une fierté discrète. Chaque semaine apportait en elle de nouvelles émotions, de nouveaux frémissements. Les médias spéculaient sans fin, rumeurs de jumeaux, suppositions de prénoms, baby shower, tendance mode, mais Venita restait sur ses gardes. Sa grossesse n'était pas affichée publiquement. C'était personnel. Saker. Seule elle et le président Williams Bennett comprenaient vraiment ce voyage. Ils venaient tous deux de situations difficiles. Ils construisaient désormais un nouvel héritage, non pas de pouvoir politique ou de gloire nationale, mais de guérison. Chaque soir, Williams lui lisait des poèmes, des passages bibliques, et même le discours sur le budget, juste pour que les jumeaux entendent sa voix. Puis, à 2h17 du matin, un mardi pluvieux de mars, c'est arrivé. Venita avait été agitée toute la soirée. Zénab avait préparé sa tisane à la camomille, le médecin l'avait rassurée après un examen. Mais elle sentait malgré tout que quelque chose avait changé. Une étrange pression. Une douleur lente qui refusait de s'en aller. Vers minuit, les contractions commencèrent, d'abord légères, puis violentes et fréquentes. L'équipe médicale privée de la villa fut appelée en quelques minutes. Williams était dans son bureau lorsque l'appel arriva. « Votre Excellence, dit l'aide-soignant, essoufflé, le travail commence. » Le président laissa tout tomber. Documents, brouillons de discours, même ses lunettes de lecture. Il courut, et non pas marcha, dans les couloirs de marbre poli de la résidence présidentielle, son cœur battant plus fort que ses pas. Lorsqu'il arriva à l'infirmerie, Venita était déjà en salle d'accouchement, agrippée au drap, le visage ruisselant de sueur, mais le regard déterminé. Elle travailla pendant 6 heures intenses. Williams ne la quittait pas, lui tenant la main à chaque cri, à chaque respiration, lui murmurant des encouragements à l'oreille, s'essuyant le front de ses mains tremblantes. À 8h41 précise, la pièce retentit d'un cri aigu et puissant, celui du premier enfant, un garçon. 5 minutes plus tard, sa sœur le suivit, plus petite mais tout aussi féroce, son cri aigu et autoritaire. Le médecin sourit. Toutes deux fortes, toutes deux parfaites. Venita s'allongea, épuisée, le corps tremblant sous l'orage qu'elle venait de traverser. Mais ses yeux ne se fermèrent pas. Elle le regarda envelopper les jumeaux dans des langes aux motifs d'encre dorée et blanche et les placer délicatement dans ses bras. William se tenait à ses côtés, les larmes aux yeux, contemplant ces deux petites vies. « Nous l'appellerons Schisme, et Ursina, murmura Venita d'une voix rauque mais fière. Dieu est avec moi. Et il s'est souvenu de moi. » La nation s'est émue lorsque la nouvelle fut enfin rendue publique. Feux d'artifice, danses de rue, gros titres de la presse ont retenti,
un double miracle pour la première famille. Mais à l'intérieur de la villa, la joie était plus simple, berceuse douce, petits bâillements et doux bruit de pas de bébé. Venita n'était plus la femme stérile, mais tenait désormais non seulement ses bébés, mais aussi sa justification. Ce n'était pas que des enfants, c'étaient des preuves. La preuve que la guérison était possible, que la rédemption pouvait venir enveloppée dans des langes, que même la femme la plus moquée pouvait devenir la plus bénie. Dans cette chambre sacrée de la vie nouvelle, avec son mari à ses côtés et ses bébés sur la poitrine, Venita savait par quel nom Franck l'avait appelé. Chaque mensonge venait d'être anéanti par le son de 2 pleurs de nouveau-né. Le soleil brillait impitoyablement sur le parking d'Abuja, à côté d'une importante convention politique aux Unity Towers. Frank Edwards, désormais plus mince, plus brun et plus audacieux, déambulait avec Sharon à ses côtés, lunettes de soleil sur le nez et une démarche exagérément assurée. Son entreprise de construction avait récemment connu un essor grâce à un petit contrat public, et Sharon, enceinte de 3 mois, le suivait fièrement, la main posée sur son petit ventre rond. Il commençait à se sentir à nouveau important, quelqu'un de prestigieux. Alors qu'il se dirigeait vers leur salle d'attente, il s'arrêta pour admirer son reflet sur une vitre lorsqu'il aperçut une silhouette familière sortant d'un véhicule de luxe de l'autre côté de la rue. La femme se déplaçait avec une élégance inimitable, vêtue d'un peignoir et d'un couvre-chef couleur lit de vin, flanquée de 2 assistantes. Au début, il plissa les yeux. Puis il rit doucement. « Benita » murmura-t-il. La femme se retourna, et oui, c'était elle. Benita Richard. Son ex-femme. Celle qu'il avait abandonnée comme des sandales usées. La bouche de Frank s'y tordit, in un sourire narquois. Sans hésitation, il s'avança, entraînant Sharon avec lui. « Benita » cria-t-il, assez fort pour attirer l'attention. Benita se retourna, les sourcils levés, le visage calme comme quelqu'un qui fixe un inconnu. « Oh, c'est donc toi » ricana-t-il. « Toujours ce même ventre vide à Abuja ?» Sharon gloussa à côté de lui, la main effleurant son épaule. « Bébé » murmura-t-elle fort, « elle a toujours la même apparence. » Silence. Sec. Impuissant. Frank rit, ajoutant du piment à l'insulte. « Je vois que tu as enfin trouvé un emploi dans la fonction publique, à porter les sacs des gens. Où est ta façon de survivre maintenant? À suivre les grands hommes ?» Une petite foule commençait à se former non loin de là, certains chuchotant, d'autres observant. Benita resta immobile, sans une once de colère sur le visage. Ses agents de sécurité firent un geste, mais elle leva la main. Calmement, elle s'approcha de Frank et le regarda dans les yeux. « Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait de porter la vie ?» demanda-t-elle doucement. Frank ricana. « Si tu avais su, je n'aurais pas eu besoin de Sharon. » Sa voix résonna. Elle hocha la tête, se détourna et le dépassa avec l'assurance d'une reine. Mais en montant dans son SUV, ses yeux la piquèrent, non pas à cause des paroles de Frank, mais à cause de la hauteur de sa chute, et pourtant de la hauteur à laquelle il se croyait encore. Dans la voiture, un de ses assistants lui tendit une serviette. « Ça va, Excellence. » Benita hocha la tête. « Il ne sait pas, et ce n'est pas moi qui le lui dirai. La vérité finira par trouver son chemin, plus fort que sa voix ne l'a jamais fait. » Pendant ce temps, Frank se tournait vers Sharon en riant comme un idiot. Certaines femmes ne changent jamais. Toujours stériles. Sans valeur. Sharon sourit en passant son bras sous le sien. Mais quelque chose de troublant traversa son estomac, non pas à cause du bébé, mais dans le regard de Benita. Ce n'était pas une femme brisée dont il s'était moqué. C'était quelqu'un d'insouciant. Quelqu'un de majestueux. Quelqu'un que la honte n'atteignait pas. Et cela la terrifiait plus que tout. Mais Frank était trop perdu dans ses propres illusions pour voir les signes. « Allons-y » dit-il fièrement. Elle mourra sans enfant et amère. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à quelques kilomètres de là, 2 jumeaux en pleine santé, portant le nom de famille de remplacement, riaient sous un dais de soie, né de la femme qu'il avait autrefois moquée et réduite au silence. Le grand gala de l'indépendance se tenait à la salle de banquet présidentiel d'Ozo Rock, où dignitaires, délégués étrangers, sénateurs, gouverneurs et célébrités arrivaient en convoi scintillant. Des lustres dorés scintillaient au-dessus des sols cirés, les violons jouaient doucement et le drapeau national ornait chaque recoin. C'était plus qu'un simple événement national. C'était le symbole du nouveau départ du président. La liste des invités avait été soigneusement établie, mais elle comptait tout de même des centaines de noms. Un nom s'était glissé, celui de Frank Edwards,
grâce à une relation avec un commissaire d'État subalterne. Il portait son unique smoking, loué et légèrement moulant, et serrait la main de Sharon, maintenant enceinte et maussade. Ce soir, lui murmura Frank, on réseaute. On lance. On essaie livre. Sharon hocha la tête sans conviction, ses talons lui torturant déjà les chevilles. Ni l'une ni l'autre n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. La salle bourdonnait tandis que les participants se mêlaient. Soudain, le silence s'y fit. Une voix annonça, mesdames et messieurs, l'arrivée de la première famille. Tout le monde se retourna. Frank se retourna à son tour et se figea. Le président Williams Bennett descendit le grand escalier, sous le lustre en cristal, vêtu d'une bata couleur émeraude profonde brodée de fils d'or. À ses côtés, vêtu de dentelle bleu roi, tenant par la main deux bambins élégamment vêtus, un garçon et une fille, se trouvait Benita. Personne ne bougea. Des murmures commencèrent à se faire entendre. Est-ce la première dame? Attendez, des jumelles? Est-ce Benita Edwards? Frank ouvrit les lèvres, sa voix tremblante. Sharon cligna des yeux, incrédule. Les jumeaux avançaient en sautillant, inconscients de la tempête qu'ils préparaient. William s'arrêta au milieu de l'escalier, embrassa la main de Benita, puis sourit au couloir. « Ma fierté » dit-il assez fort pour être entendu. « Ma paix » Les genoux de Frank faillirent lâcher. Il trébucha en arrière et attrapa un verre sur un plateau à proximité pour se stabiliser. « C'est le président, et elle, c'est sa femme. La respiration de Sharon devint irrégulière. Les jumeaux, ce sont les siens. » Frank secoua la tête, essayant de remettre les choses en place. Elle était stérile. Je me suis moqué d'elle il y a quelques jours. Sa voix s'est brisée. Le regard de Benita a brièvement croisé le sien depuis l'autre côté du couloir. Elle ne broncha pas. Elle ne sourit pas. Elle le parcourut simplement du regard comme un chapitre qu'elle ne lisait plus. À la reprise du gala, elle évoluait parmi la foule telle une reine, respectée, radieuse, resplendissante. Les ministres s'inclinaient. Les ambassadeurs la félicitaient. Frank resta figé au coin de la rue, le cœur battant comme un tambour. Chaque mot qu'il avait prononcé à son sujet lui revenait en pleine figure, fort, cruel et creux. Au moment où le dessert fut servi, Sharon pleurait silencieusement à ses côtés. « Frank, murmura-t-elle, je crois qu'on a fait une erreur. » Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas, car pour la première fois de sa vie, ce n'était pas lui qui se moquait. C'était lui qui observait, regrettait, s'effondrait. Dans cette salle scintillante, sous un plafond construit pour les rois et les reines, Benita se tenait non seulement en première dame, mais comme toutes les femmes brisées, mises en doute, rejetées et déshonorées, renaissantes et désormais intouchables. L'homme qui l'avait laissé sans rien se tenait maintenant entouré de tout ce qu'il ne pourrait plus jamais avoir. Tout a commencé par un appel téléphonique, 2 jours après le gala. Frank était assis dans son bureau, sirotant une bière chaude, essayant d'ignorer les publications en ligne qui qualifiaient désormais Benita de « Rose royale » du Nigeria. Sharon arpentait la pièce, le ventre se balançant à chaque soupir de frustration. L'appel provenait du docteur Luckman, le même que Frank avait consulté des mois plus tôt pour un examen de routine, mais sans jamais donner suite. « Monsieur Edwards, » dit la voix, « nous devons discuter d'un sujet important. Êtes-vous conscient d'être cliniquement stérile ?» Frank faillit lâcher le téléphone. « Quoi » aboya-t-il. « C'est impossible. Sharon est enceinte. » La ligne est devenue silencieuse. Puis le médecin ajouta, « Monsieur, je ne sais pas qui, selon vous, l'a mise enceinte, mais ce ne pouvait pas être vous. Votre compte est nul. Vous êtes stérile depuis des années. » La pièce tournoya. Frank S.E. leva, Trebucha E.T. fixa Sharon. « C'est vrai ?» lui demanda-t-il, les yeux injectés de sang. Sharon recula lentement. « Frank, j'allais te le dire. » Le chaos s'installa. Frank saccagea le bureau, jeta des dossiers, cassa son bureau et hurla des jurons jusqu'à en perdre la voix. Sharon, en pleurs, avoua qu'elle fréquentait quelqu'un, un ami de la salle de sport, au début de leur liaison. Elle pensait gagner du temps. Elle ne s'attendait pas à ce que la vérité éclate si soudainement. Frank l'a mise dehors ce soir-là. Elle l'a supplié, mais il est resté sourd à ses larmes. Et comme ça, les murs ont commencé à se refermer. Le commissaire qui avait invité Frank au gala a retiré tout soutien. Les contrats ont été annulés. Les clients se sont retirés. La nouvelle s'est vite répandue. L'homme qui s'est moqué de la première dame n'a jamais été un homme.
La spirale infernale de Frank fut rapide et brutale. Ses comptes furent gelés pour irrégularité fiscale. Sa maison fut saisie. En quelques semaines, il vivait dans un studio à Cuges. Pendant ce temps, Benita s'acquittait avec grâce de ses fonctions de première dame. Ouverture de centres de lecture, lancement de programmes de santé maternelle et mentorat auprès des femmes. Elle ne parlait pas de Frank. Elle n'en avait pas besoin. Le monde le savait déjà. Ses jumelles, Schism et Xena, étaient devenues les chouchous de la nation. Leurs photos faisant la une des magazines pour parents et des associations caritatives pour enfants. Le président Williams les adorait, les qualifiant souvent de preuve que Dieu répond en double. Pour leur premier anniversaire, il offrit à Benita un mot manuscrit sur lequel était écrit « Tu n'as jamais été stérile. Tu étais simplement préparé à l'abondance. » Elle pleura en le lisant. Non pas des larmes de douleur, mais de guérison, de joie, de détermination. Un soir, alors qu'elle regardait les jumeaux dormir, Benita sortit sur le balcon de la villa et contempla la ville illuminée en contrebas. Une légère brise balaya légèrement son gui. Zénab s'approcha d'elle et murmura « Votre Excellence, quelqu'un a envoyé une lettre. De Cuges. Uncertain M. Frank Edwards. Il a écrit « Pour m'excuser. » Benita a renversé l'enveloppe, l'a tenue une seconde, puis l'a mise de côté sans l'ouvrir. « Je lui ai déjà pardonné, » dit-elle doucement. Mais ce chapitre est clos. Sur ce, elle se retourna, rentra chez elle et embrassa ses enfants pour leur dire bonne nuit, reconnaissante, entière et enfin en paix. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.